Alors derrière nous, là, il y a la Cipale, qui est qui est le dernier vélodrome à Paris. Et il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements sportifs à la Cipale, beaucoup d'événements cyclistes. Et est-ce que tu pourrais m'en parler? Voilà, est-ce que tu as des choses, des anecdotes ou des... Alors en fait, paradoxalement, c'est un lieu qui est absolument pas idéal pour la piste, puisque en fait c'est une piste qui développe 500 mètres. Et donc tout le monde sait que la puissance du sprinter dans une dernière ligne droite a le temps de disparaître en fait. Donc c'est plus une piste pour rouleurs que pour sprinter. Et en fait, alors paradoxalement pour ma part, moi j'ai surtout vu des routiers sur cette piste, c'est assez paradoxal, du moins enfant. Puisqu'en fait enfant existait encore cette proximité des coureurs avec leur public qui permettait, surtout dans les semaines qui suivaient le tour, de les voir tourner autour de cette piste. Donc je crois avoir vu à peu près l'essentiel des plus grands routiers des années 70. Donc quand j'avais entre 11 et 14 ans sur cette piste. À l'exception d'Eddy Merckx, c'est un peu bête. Mais... donc j'ai vu toutes sortes d'épreuves qui mettaient aux prises des routiers. Donc dans un cadre inhabituel pour eux, c'est-à-dire l'individuel, l'handicap, des courses derrière moto. J'ai même vu Van Springel décoller derrière une moto sur cette piste. Et j'ai vu, alors évidemment, c'était des épreuves qui n'avaient pas un très grand prestige, mais qui étaient l'occasion pour les coureurs de se mettre en scène devant leur public. Donc j'ai vu les facéties d'un Mario Ban, d'un Gerben Carstens, d'un Patrick Sercu, enfin de tous ces grands sprinteurs sur route qui venaient user leur boyau sur cette piste. Est-ce que tu as vu des arrivées du Tour de France? Alors, bizarrement non. J'ai vu des critériums d'après-tour, j'ai vu la Roue d'Or qui était télévisée. Je me souviens que des camarades de classe m'avaient vu à la télé, parce que j'étais toujours très bien placé. Étant tout petit, je savais me faufiler exactement là où il fallait être, mais la Roue d'Or était télévisée. En fait, pour moi, j'aime beaucoup la Cipale, c'est vraiment un lieu émouvant parce qu'en fait, c'est ma première indépendance, parce que par exemple, en 73, j'avais 11 ans et c'était finalement ma première sortie tout seul. Et à tel point que je me suis perdu d'ailleurs dans le bois après et que je suis rentré à une heure très tardive chez mes parents. Comment tu as connu la Cipale? Comment tu es venu la première fois à la Cipale? C'est très amusant que tu me poses cette question parce que c'est à la fois un très bon et un très mauvais souvenir. C'est-à-dire que bizarrement, enfin sans doute parce que mes parents ne s'intéressaient pas au vélo, je suis venu ici tout seul et je devais vraiment avoir 11 ans, quoi. Donc c'est peut-être un des premiers actes d'indépendance que j'ai fait. Et comme ça c'est compliqué puisque c'est un bois, non seulement eu du mal à trouver, mais encore pire pour revenir de la Cipale la première fois que je suis allé. Et je suis rentré à une heure assez tardive d'ailleurs. Donc c'est associé à des très bons souvenirs parce que les premières fois où tu peux te balader tout seul dans le métro, dans Paris, dans les arbres, et passer un après-midi tout seul, c'est assez magique, quoi. Donc c'est une double magie avec celle du vélo, bien sûr. Et donc en fait ça m'a permis... Les années 70, c'était encore une époque où il y avait beaucoup de ces confrontations entre les champions et le public. Et donc la Cipale, c'était le lieu d'une réunion sur piste de routiers. Et donc ça m'a permis de voir l'essentiel des plus grands routiers des années 70, à l'exception d'Eddy Merckx, bizarrement, mais que j'ai pu voir ailleurs. Donc tu venais pour des réunions sur piste avec des vedettes professionnelles, mais pourquoi tu n'es pas venu pour des épreuves comme le Tour de France qui pendant 7 ans est arrivé sur la piste de la Cipale? C'est assez bizarre, je ne saurais pas répondre à ta question. Peut-être parce que j'étais pas à Paris, peut-être qu'à l'époque il fallait avoir des places à l'avance. Donc c'était comme mes venues à la Cipale étaient toujours improvisées, décidées le matin même, tu vois. Donc j'ai jamais vu l'arrivée du Tour. Je sais que mon frère a vu l'arrivée du Tour en 72. Ce que tu me dis est absolument insensé parce que ton cycliste préféré c'est Eddy Merckx et les 5 Tours de France gagnés par Eddy Merckx, c'est sur la piste de la Cipale. C'est très drôle, oui. Mais il y a des paradoxes comme ça. Alors ça peut s'expliquer parce que le fait que je voulais pas rater l'arrivée à la télé.
je ne voulais pas rater le direct à la télé, donc je sais pas, ça peut... Non, tu Mais vois, j'en conçois une certaine amertume aujourd'hui, mais je n'ai jamais vu une arrivée du Tour de France à la Cipale. Alors que ce sont justement les années où j'y allais. Ah oui, alors quand on te parle de la Cipale, pour toi, ça évoque plus des souvenirs personnels ou ça, tu penses aux épreuves comme le Grand Prix de Paris Alors après, oui, en fait j'ai vu le Grand Prix de Paris, donc cette fois-ci adulte, dans ce qui est pour moi incontestablement l'un des âges d'or de la piste, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90. Puisqu'en fait à cette époque-là, tu as à la fois une très grande génération de champions, de sprinteurs, avec et déjà de la nostalgie, puisque c'était dans le maillot gris de l'Allemagne de l'Est, dans le maillot rouge de l'Union soviétique. Et j'ai vu ce monstre qui était Eßlich, cet extraordinaire coureur. J'ai vu Hübner, Kusch, Kopylov, tous ces grands champions. Plus évidemment les champions, je dirais la pré-génération des grands champions français qu'on a actuellement, avec Frédéric Magnier, qui est un grand champion par le cœur et l'esprit et ses capacités, et par le palmarès aussi. Et donc j'ai vu, alors c'était extraordinaire à cette époque-là, puisque l'époque malheureusement révolue, puisqu'on a supprimé le Grand Prix de Paris il y a 8-9 ans, c'est que tu pouvais voir la veille au soir ou le jeudi soir le Grand Prix de Saint-Denis, donc cette fois-ci dans un lieu où le sprint était dans un vélodrome totalement différent, puisque c'est 250 mètres, et voir le surlendemain les mêmes dans ce vélodrome très spécial, puisqu'il fait 500 mètres. Donc pourquoi il fait 500 mètres ? Parce que c'est un vélodrome qui a été créé, alors je ne sais, pour moi il a été créé en 1889 ou quelque chose comme ça. 96. Ah, c'est plus vieux que je pensais. Et donc à l'époque on faisait des vélodromes, du moins en Europe, qui étaient très longs. Et alors c'est un vélodrome qui en plus n'a fait l'objet de peu de rénovation, et donc la piste, toi qui as roulé dessus, tu dois la savoir, est très mauvaise. Donc en fait c'est un autre... c'est toujours intéressant de voir les sprinters là-dessus, puisque ça change tout au point de vue tactique. Le fait qu'une piste soit 500 mètres, 250 mètres, ça change énormément de choses au point de vue tactique, l'enrichit. Et en plus, ça demande d'autres qualités, peut-être pas des qualités d'explosion comme celles habituelles des sprinters, mais des qualités de résistance plus fortes, parce que tous ceux qui ont couru là-dessus, c'est-à-dire que la dernière ligne droite de la Cipale est quelque chose de terrible, quoi. Mais de tactique aussi, parce que là sur des pistes comme ça, on peut faire des surplaces pour obliger l'adversaire à passer devant. Oui, on peut faire des surplaces, sauf mais dans des endroits très spécifiques, quoi, parce que le virage n'est pas relevé de façon égale selon les endroits où tu te trouves. Donc il faut, si tu fais des surplaces, il faut savoir où tu t'engages, quoi. Je trouve que c'est un magnifique vélodrome, parce qu'il est dans un cadre... bon, il a beau se trouver administrativement dans la ville de Paris, c'est dans un cadre très rustique, et c'est vraiment dommage. Alors là, tel que tu peux le voir derrière moi, tu peux voir l'état de décrépitude dans lequel sont les sièges dans le virage. Donc ces sièges ne sont plus remplis, même dans les années 90, tu n'avais personne. Tout le monde était concentré, tu avais, je sais pas moi, 150 personnes concentrées de ce côté-ci. Et tu peux voir donc les moisissures qu'on poussait sur les sièges, la verdade, c'est triste, quoi, c'est triste. Je trouve que ce qu'on a fait de cet endroit, ce que t'as beau l'avoir dénommé de vélodrome Jacques Anquetil, t'as beau avoir un hommage aux pelletiers, c'est marrant parce qu'en même temps ce vélodrome mesure l'aune, dans le fond, de la désaffection pour le cyclisme. Parce que pour moi, le fait qu'il y ait des tas de gens au bord des routes autour de France, pour moi, le fait qu'il y ait un audimat extraordinaire, et même les médailles sur piste, parce que ça donne... C'est pas vraiment la mesure de la passion cycliste. La mesure de la passion cycliste, c'était finalement jusqu'à la fin des années 60, même au début des années 70, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ces réunions où j'allais, le fait de voir ce vélodrome vivant, gai, avec beaucoup de réunions. Et bon, maintenant qu'on est abandonné le Grand Prix de Paris, c'est terrible, quoi. Donc, parce que maintenant, il n'y a plus de compétition sur la Cipale.
Alors il reste les mercredis, enfin du moins, donc pas aujourd'hui, mais il reste durant la saison scolaire en fait, il reste les mercredis de la Cipale. Donc les mercredis de la Cipale sont les héritiers du jeudi de la Cipale. Les jeudis de la Cipale ont été créés pour moi au début des années 70 par Michel Scob. Donc Michel Scob est un personnage exceptionnel. Donc déjà sprinter de bon niveau, ensuite il a eu quelques malheurs malheureusement, notamment un grave accident, mais enfin il a été champion de France de demi-fond. Et Michel Scob est un type animé par une énergie, une passion extraordinaire. Et il avait fait pour les enfants les jeudis de la Cipale. Et ça c'était extraordinaire parce que ça permettait à des enfants entre 8 et 14 ans de venir ici, et non pas de faire des compétitions. Moi je ne suis pas vraiment pour les compétitions pour les tout jeunes, mais de se doter d'un bagage cycliste exceptionnel, d'agilité, donc de rouler sur une piste ce qui n'est pas évident, de monter dans un virage. Et c'était vraiment très bien les mercredis de la Cipale. Moi j'avais un copain au lycée qui y allait, qui avait même été d'ailleurs, qui est même passé à la télé à cette occasion-là parce que c'était un des plus forts. Et c'était vraiment, Michel Scob était un personnage admirable, vraiment admirable, qui est mort il y a une petite dizaine d'années. Est-ce que tu connaissais le Parc des Princes? Alors moi j'ai pas connu le Parc des Princes. Le Parc des Princes a été détruit en juillet 67 après l'arrivée du Tour de France. J'étais bien sûr trop jeune et je connaissais pas le Parc des Princes. Mais le Parc des Princes c'est quelque part moins beau que la Cipale. Alors, ce qui est bien dans le Parc des Princes, comme dans Veldiv, c'est qu'il y a un aspect plus chaudron que la Cipale. Mais les photographies, la Cipale, c'est vraiment un lieu génial, quoi. Et alors, en plus, alors bizarrement, tu vas dire, j'ai pas de chance, j'aurais pu, de par ma génération, voir Morellon et Trentin sur cette Cipale, et je les ai jamais vus. Pour quelle raison? Bah, en fait, mon information sur le Grand Prix de Paris, je crois, date de plus tard. Donc, je ne suis pas venu les voir. Alors, j'ai un ami très cher que tu connais aussi, Pierre-Henri Janssen, qui a couru avec eux des individuels avec Morellon Trentin. Et qui était, paraît-il, très protecteur. Qui n'était pas du tout, si tu veux. Il n'y avait pas cette. Il y a pas, ce que j'aime dans le cyclisme sur piste par rapport au cyclisme sur route, c'est qu'il n'y a pas de mafia. Et c'est vraiment... le cyclisme sur piste, c'est une école d'amitié, beaucoup plus que tout le monde la moindre personne qui a couru à un niveau quoi que ce soit sur route, c'est que c'est pas forcément une ambiance très conviviale, quoi. Et dans le cyclisme sur piste, il n'y a pas ça. Et donc j'aurais aimé, alors évidemment, l'âge d'or de la piste au début du siècle, les Grands Prix de Paris, ça devait être assez extraordinaire, quoi. Et pratiquement tous les grands champions l'ont gagné, à part Major Taylor. Et alors à propos de Major Taylor, j'ai une affection particulière pour un champion des années 70, qui était un coureur néo-calédonien, un peu une préfiguration d'Hervé Gannet, enfin de Laurent Gannet et de son cousin Hervé Gannet. Sauf qu'il était beaucoup plus coloré que lui. Et moi je l'appelais le Major Taylor de Nouvelle-Calédonie. Donc un coureur qui s'appelait Amédée Détraud, et qui était un type qui savait mettre une animation absolument fantastique. C'était la coqueluche du public, quoi. Enfin, quand t'avais... tous les gosses l'adoraient, et tout le monde était pour lui. Mais il n'était pas antillais, lui? Non, Amédée Détraud était néo-calédonien. Ouais. C'est lequel qui était antillais, qui est mort il y a 2 ans? Non, mais c'est Amédée Détraud dont je parle, mais il n'était pas antillais, il était néo-calédonien. Oui, non. Ah oui, c'est ça. Et non, il était néo-calédonien. Et là, ce que je voulais savoir, là, tu racontes ton premier souvenir, la première fois que tu es venu à la Cipale, tu avais peut-être 11 ans. Et comment ça s'est passé? Tu t'as laissé venir seul? Tu n'as pas été accompagné par tes parents? Non, pas du tout. Et comment tu es venu par le métro ou le bus? J'ai pris d'abord un métro, j'ai dû descendre au château de Vincennes et ensuite prendre un bus qui m'a conduit ici. Et après, pour revenir, j'ai cherché le métro Liberté, donc qui est à 100 mètres d'ici à peine. Pendant des heures, j'ai tourné autour. J'étais en pleurs même. Mais comment se fait-il que tes parents étaient comme ça, te laissaient aller dans un endroit? Je suis très surpris parce qu'en plus, ma mère est très pétocharde. Je crois qu'il ne pouvait
Moi, j'étais obligé de baisser les armes devant ma passion pour le vélo. Et en même temps, je crois qu'ils n'avaient pas envie d'aller voir une réunion sur piste. Donc ils m'ont laissé y aller seul. Mais pourquoi tu y allais seul? Tu aurais pu y aller avec Olivier. Je pense qu'Olivier était en Angleterre à ce moment-là. J'en suis même sûr, hein, les fameux séjours linguistiques. Donc moi, j'y suis allé seul. Mais à cette époque-là, tu aimais le vélo plus que lui ou c'était lui qui l'aimait plus que toi? À cette époque-là, j'avais déjà rejoint. C'est à 73, c'est vraiment l'année où j'aimais. Bonjour madame. Où j'aimais le vélo par-dessus tout. Enfin, la première année où je suivais toutes les choses jour par jour, avec une émotion égale. Ouais. En fait, la Cipale, c'est dommage qu'il l'ait abandonné parce que c'est pas un lieu d'entraînement tellement. Bon, il y avait les jeunes qui faisaient y faire leur bagage, mais c'est vraiment un lieu de compétition et de rencontres des coureurs, des champions avec leur public. Parce qu'en fait, c'est pas un laboratoire. On sait que le laboratoire, ça a été d'abord la piste qui est pas loin d'ailleurs, pas très loin d'ici, de l'INSEP. Et puis maintenant, le vélodrome de Hyères. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ridicule, je le dis haut et fort. C'est désastreux de la part de la Société du Tour de France, surtout avec l'argent qu'elle gagne, d'avoir abandonné l'organisation du Grand Prix de Paris, quoi. Parce qu'on sait bien que le vélodrome de Bercy, c'est pas un vélodrome d'ailleurs, pas un vélodrome. La piste démontable, le cirque de Bercy ne peut pas remplacer ça, quoi. Surtout si on met des pom-pom girls au milieu. Et c'est bête parce que même la dernière édition, moi j'ai assisté à la dernière édition du Grand Prix de Paris, je ne saurais pas te dire quelle année c'est, ça doit être 93 ou 94, il y avait quand même pas mal de gens et en plus ils avaient fait une opération vélo pour le Burkina Faso. Et il y avait eu un défilé de toutes sortes de vélos, de tandems, de vélos de cirque. Et c'était, je sais pas, c'était pas mal, quoi. Et beaucoup d'enfants. Je trouve ça ridicule, même si c'était. Je trouve ça vraiment absurde d'avoir abandonné le Grand Prix de Paris, quoi. D'abord, c'est nier 100 ans d'histoire, et puis c'est pas tellement contraignant. Bon, la rentabilité, c'est vraiment pas un gros problème, hein. De toute façon, ça peut pas perdre beaucoup d'argent. Et puis, tous les grands champions étaient encore là. Donc maintenant, le plus grand. Il reste le Grand Prix de Saint-Denis, mais le plus grand Prix, point de vue de la participation en France, c'est le Grand Prix de Reims. C'est le Grand Prix de Reims. Qui se court sur le stade de football? Je sais pas. Je crois. Hein. Je sais pas. crois Mais que c'est une les piste derniers- belle, qui est pas en ciment, et qui fait 250 mètres. Ah, bah, si Enfin, elle- celle-là est en pierre. Non, si elle fait 250 mètres, elle peut pas être autour d'un stade de football. Non, c'est pour ça que je crois pas, là. À l'époque, j'étais pas là. Oui, oui. Donc, c'était l'occasion aussi de rencontrer la famille de certains coureurs. Sur les Granins, tu avais souvent une mère, un frère, une tante, ou un ami tout simplement, et ça permettait donc de pêcher des informations sur les coureurs. Et c'était également très sympathique, quoi. En fait, ils n'ont pas arrêté de déplacer. C'est comme, il y avait l'épreuve de Ménil aussi, il y avait le Critérium des As, pas loin. Et même, ils l'ont encore refait dans les années 80. Je me souviens, puisque Sean Kelly en a gagné un, pas loin d'ici. Donc il y avait aussi en dehors, il y avait aussi une course derrière cyclomoteur ou moto qui se passe autour du lac de Deauville qui n'était pas le Critérium des As. Oui, c'est peut-être Par plutôt. exemple, en 57, c'est Antique qui avait gagné devant Bobet. Ouais. Peut-être de ça dont je parle d'ailleurs. Tu vois, c'était. Mais il y a la roue d'or. Il y a la roue d'or, ce qui s'appelle c'était ça la roue d'or. C'était encore autre chose, justement. Les Trot, c'était vraiment un familier de la Cipale, quoi. C'était un résident, on pourrait dire. Tu sais, comme on dit des clubs de football. Amélie Détraut mettait toujours énormément d'ambiance, il avait un style, etc. C'est pas un coureur qui a un grand palmarès, il a fait 3e de chemin de France, je crois, je
je sais plus de quoi, peut-être d'Omnium en fait. Et en fait, Amédée Trot est quelqu'un que vous connaissez malgré vous, que tout le monde connaît malgré lui, parce que Amédée Trot, au moment de la Coupe du Monde à Paris, est la personne qui a fait les arrangements des musiques accompagnatrices des Bleus, quoi. En fait, il est mort 1 ou 2 ans plus tard, après ça. C'était vraiment quelqu'un de très sympathique, quoi. Pour moi, la Cipale, c'est vrai que c'est paradoxal. Je n'y ai pas vu Merckx, je n'y ai pas vu Morellon, enfin Morellon en tant que coureur. Donc pour moi, la Cipale n'est pas liée à ces 2 champions de ces années 70, mais est liée à Michel Scob et à Amédée Trot. Et parce qu'en fait, ils sont dans l'histoire moderne de la Cipale, c'est vraiment des personnes qui font partie qui sont liées à ce vélodrome, quoi. Leur vie y était. Tu venais là parce que les épreuves auxquelles tu participais n'étaient pas retransmises à la télévision. Si ça avait été Moi, j'ai participé à aucune épreuve, moi. Comme spectateur, oui. Donc, s'il y avait eu la télévision, tu aurais fait comme pour le Tour de France. Tu aurais préféré regarder ça à la télévision, sans doute. Non, je crois pas quand même. La Roue d'Or, par exemple, je sais que... Bah non, puisque justement, justement, la Roue d'Or en 75 était retransmise à la télé, on m'y a vu d'ailleurs. Derrière Potra, qui avait une femme pas mal d'ailleurs, Daniel Potra. Et donc non, ça m'empêchait pas d'y aller. Alors, et qui plus est, tout le mois de juillet, j'étais là. Donc pourquoi j'ai pas été voir les arrivées du Tour de France, ça c'est encore un mystère. C'est pas vraiment un mystère, puisqu'aujourd'hui, tu ne vas toujours pas voir les arrivées du Tour de France. Donc... Oui, alors je vais pas voir l'arrivée du Tour de France sur Champs-Élysées parce que tu ne vois rien aux Champs-Élysées. J'y suis allé la première année, en 75. Mais tu vois pas, c'est terrible, quoi. C'est inondé de touristes. Enfin, tu sais ce que je pense de l'arrivée du Tour de France aux Champs-Élysées. Donc, les spectateurs ne savent pas. Non, mais bon, c'est représentatif de l'époque. C'est-à-dire, c'est le côté, ça permet, si tu veux, dans la tribune d'arrivée du cours Marigny, je crois que ça s'appelle. En fait, je suis même pas persuadé que le Tour de France arrive. Ah si, le Tour de France arrive à la nuit des Champs-Élysées, mais c'est sur les arbres là, ça permet d'inviter des VIP et de donner du prestige, Mais enfin bon, le Tour de France. Pourrait s'achever sur quelque chose de plus sportif finalement. Est-ce que tu pourrais me parler de la spécificité de la piste de Vincennes? Alors, la piste de Vincennes, je dirais qu'elle est devenue spécifique. Puisque quand on l'a créée, évidemment, elle n'était pas spécifique. C'est-à-dire que sa longueur, 500 mètres, était la longueur usuelle en Europe à la fin du 19e siècle. Et qu'elle était faite en pierre, ce qui était logique. Ce qui faisait son côté inusuel, je veux dire, quand le Grand Prix de Paris existait encore, c'est qu'effectivement, les sprinteurs arrivaient sur une piste qui était dure, qui était peu roulante, avec peu de rendement, et donc qui développe 500 mètres. 500 mètres par rapport à 250 mètres, ça change complètement un sprint. C'est-à-dire que ça modifie la tactique, puisqu'en fait tu as tout le temps de doubler dans la dernière ligne droite. Et il faut tenir, quoi. Donc c'est physiquement et tactiquement des sprints totalement différents. En plus c'est terrible parce que tu dois avoir entre la sortie du dernier virage et la ligne droite, tu dois avoir quelque chose comme 120 ou 130 mètres. Et c'est extrêmement long. C'est-à-dire que tu as le temps de voir ta puissance, une déflagration de ton effort total, quoi. Et c'est très particulier, quoi. Tous les sprinteurs te diront. Et même ceux qui arrivent, il y a eu quand même pas mal d'arrivées d'épreuves amateurs ici. Et c'est un sprint très particulier, quoi. Il vaut mieux connaître la piste quand on arrive. Il vaut mieux connaître la piste. Et non, mais quand on pense que Roger Rivière a battu un record de l'heure ici, c'est fou, quoi. C'est fou. Parce que là, on est très loin des records de l'heure de Francesco Moser, quoi. C'est un tout autre effort, quoi. Quel record il a battu là?
Il a battu record de l'heure, mais de la piste en fait, mais qui datait de... Quand il a battu ce record, c'était un record qui avait 50 ou 60 ans, quoi. Roger Rivière est très lié à ce vélodrome aussi, beaucoup plus que Jacques Anquetil. C'est assez bizarre parce que Jacques Anquetil porte le nom de ce vélodrome, mais c'est parce qu'on on a voulu lui rendre hommage, ce qui est très bien d'ailleurs après sa mort, mais finalement Jacques Anquetil n'a pas tellement fait d'exploits dans ce vélodrome. Il a même perdu un championnat de France de poursuite face à Charlie Groscott. Mais il a battu Merckx dans une épreuve. Oui, il a battu Merckx, oui, alors ça c'est marrant que tu dises ça, il a battu Merckx en 69. Il a battu Merckx dans l'épreuve en août. Oui, en août 69. Alors il faut savoir que Anquetil prenait sa retraite c'est en août 69, c'est ça, oui. Anquetil prenait sa retraite 2-3 mois après et que bon, c'était assez logique d'offrir une victoire d'Anquetil face à Merckx, face à son successeur, face au public parisien et français, quoi. Alors moi les coureurs que j'ai plus vus ici, je te dis, c'est... Justement, oui, dis-moi tous les coureurs que tu as beaucoup vus. Je pense que le coureur que j'ai plus vu ici, c'est le sprinter britannique Barry Oban. Donc qui était très très sympathique, qui adorait le public et qui faisait beaucoup de pitreries. Il sprintait derrière la selle, devant la selle, le nez dans le guidon, enfin bon... vraiment très, très peu académique et très sympathique. J'ai vu Cyril Guimard gagner la Roue d'Or ici. J'ai vu Walter Godefroth aussi, qui est impressionnant de près. J'ai vu tous ces sprinters des années 70, quoi. Carmen Carstens. Yann Janssen. Non, j'ai pas vu Yann Janssen. J'ai quelques années de moins pour avoir vu Yann Janssen. Je voudrais signaler aussi qu'en 64, mon ami Pierre-Henri Janssen a fini deuxième d'une course ici. Et comme il y avait une course très importante après, je ne sais plus quoi, il y avait énormément de gens pour l'avoir vu terminer deuxième, devant Jackie Mouriou qui finissait troisième de cette course. Donc c'est à l'honneur de mon camarade. Je voudrais te poser une question sur l'ambiance. Donc au niveau du public, donc dans les épreuves de sprint ou de poursuite, est-ce qu'on entendait le public, les acclamations, ou gronder ou siffler, je ne sais pas. Est-ce que ça se sentait? Parce que c'est un très grand vélodrome, donc ça ne fait pas caisse à résonance comme par exemple un Veldiv. Si, par exemple dans les années 70, quand Van Springel, je me rappelle Van Springel donc, avait décollé derrière un Burdin ou un Dernier, bien tout le monde l'avait vu tout de suite, c'est un public de connaisseurs, il avait dit oh là, et t'entendais oh là, regardez. Par contre dans les années, effectivement, dans les grands prix de Paris, dans la fin des années 80, début 90 que j'ai vu, c'est un public de connaisseurs, mais sauf les connaisseurs étant devenus rarissimes, il est tout petit. Donc c'était plus la même ambiance, effectivement. Mais encore, si, t'avais... Alors je sais pas, c'est peut-être pas le Veldiv dans les années 50, moi j'ai pas connu le Veldiv, bien sûr. Il est détruit en 59, je crois, mais t'avais quand même, si, t'avais... Puis très parisien, quoi. T'avais des accents de Paris, quoi. Les accents des Batignolles, de Courbevoie, tout ça, quoi. Toi, tu as entendu ces accents? Ah oui. Je dirais même, bizarrement, c'est peut-être un peu là que je les ai découverts, quoi. Je te dis, je veux dire, quand t'es enfant, bah, tu vas à ton école communale, tu sors pas tellement, enfin, tu vas au bord de la mer au mois d'août, etc. Donc quand tu peux sortir seul, bah, c'est là que dans Paris, t'as des endroits statiques comme ça, bah, c'est un peu les premiers, quoi. Pour moi, c'est vraiment très lié à ma découverte de Paris, quoi. À ma découverte de Paris.